Bonjour, alors bienvenue dans un tout nouveau vlog livresque. Nous sommes le lundi 14 octobre, journée fériée ici au Québec. Et je commence un nouveau vlog parce que j'ai terminé l'autre hier le dimanche. Donc je suis un peu décalée cette semaine, mais c'est comme ça, c'est pas grave. C'est la première fois que je me permets un retard comme ça. Et puis ben voilà, ça fait du bien. J'ai plutôt profité de ma famille hier, puis des moments que je vivais entre humains en direct. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un petit délai. Alors, voilà. Donc, une semaine où, pour le moment, tout ce que j'ai, c'est une lecture en cours. Parce que oui, j'ai quand même commencé une lecture audio hier. J'avais des déplacements à faire. Et je me suis décidée pour lire le dernier tome de ce que je comprends être le dernier tome de la série des Loveday and Rider. J'hésitais un peu, mais bon. J'ai lu il n'y a pas très longtemps l'avant-dernier tome. Et ben là, en fait, plus les choses vont, plus on sent vraiment les dernières boucles se boucler. Particulièrement avec le docteur Clement Ryder qui, comme je vous le disais, depuis le début, on apprend dès le premier tome qu'il a la maladie de Parkinson, mais qu'il a caché en fait à autant sa famille que son environnement professionnel, tant que la maladie ne l'empêche pas de fonctionner. Évidemment, au fur et à mesure des tomes, malheureusement, la maladie prend de l'ampleur et dans ce tome-ci, c'est un peu à la croisée des chemins, d'où je crois que ce sera la dernière enquête avec Loveday. Donc, Trudy Loveday va être demandée, encore une fois, pour son soutien pour Dr. Clement Ryder qui, suivant une enquête du coroner sur une mort supposément accidentelle du membre d'un groupe un peu underground dans un club louche, dans un fond de ruelle, va trouver qu'il est mort par une chute dans les escaliers. Puis finalement, avec ce que le rapport médical d'autopsie fournit comme information sur les blessures, le coroner n'est pas particulièrement convaincu que ça peut être fait de façon accidentelle, mais le jury a déjà déterminé cette conclusion-là. Fait que tout ce qui lui reste, c'est encore une fois à se lancer dans une enquête pour un peu bousculer les choses puis essayer d'aller, en fait, de faire surgir la vérité, encore une fois, avec Trudy à ses côtés. J'adore ces deux personnages-là. Je lis ce livre-là en me dépêchant pas trop parce que j'ai hâte de voir comment ça va se conclure. Il y a beaucoup de petites pistes qui se sont mises en place depuis particulièrement la fin du 6e tome concernant en fait la famille de Clement Ryder. Je ne vous en donnerai pas trop, trop d'informations. Et cette réalité-là par rapport à Trudy Loveday. On va dire ça comme ça. Et là, ben, on a beaucoup de moments où Clement Ryder se dit, ben, c'est peut-être la dernière fois que j'aurai l'opportunité de travailler avec Trudy, etc. Mais bien entendu, tout le monde est un peu dans l'ignorance de tout ça. Donc, on se concentre sur cette enquête-là. C'est assez standard. C'est toujours une structure assez standard que j'aime bien. Ça me fait vraiment penser un peu au rappel de structure qu'il pouvait y avoir dans les Agatha Christie dans ses débuts. Mais je trouve quand même toujours que comme les personnages évoluent beaucoup, ils n'ont peut-être pas une profondeur à tout casser, mais ils ont suffisamment de profondeur pour qu'on s'y attache. Puis, étant donné qu'il y a un des personnages, justement, qui a le Parkinson, c'est intéressant de voir comment ça peut affecter, dans le fond, son travail, puis comment, dépendant du domaine dans lequel on est, en fait, le Parkinson en général, c'est jamais une bonne nouvelle, mais c'est juste que pour lui, ça veut tellement dire mettre fin à tout qu'il essaie juste de voir comment il peut être encore utile sans que ça nuise à personne, son état nuise à personne. Donc voilà où j'en suis dans ma lecture en cours. Et je vais sans doute lire autre chose. Je sais pas, comme je suis en congé aujourd'hui comme d'habitude, mais je vais aussi en congé demain. Je sais pas si je vais lire d'autres trucs potentiellement. Je sais pas. Je me laisse juste porter peut-être par Fatal End. Je sais même pas si je vous ai dit ça. Ça se peut. Donc, je laisse peut-être porter par le dernier Loveday and Rider. Mais sinon, ça se peut que je sois happée par l'appel du casse-tête. Je suis pas la fille la plus patiente du monde, mais là, j'ai comme une phase de casse-tête. J'ai fait des petits casse-têtes. Puis ça se peut que vous m'envoyez en sortir d'autres. Ça, c'est pas très livresque, mais c'est pas grave dans les prochaines semaines quand je vais les recevoir. Mais pour le moment, j'en ai un de 1000 morceaux que je suis pas certaine que j'ai la patience de faire. Mais comme aujourd'hui, j'ai congé puis demain aussi, peut-être que je pourrais me lancer dans la mesure où mon chat, qui est en ce moment en train de tourner en rond autour de moi, bien entendu, parce que c'est sûr, quand je commence un vlog, c'est me plus fun, qu'elle va me laisser faire sans jouer avec les morceaux, mais bon, ça c'est un autre dossier. Alors, sur ces bonnes paroles et sans plus tarder, allez, on se lance ça!
Et bonjour, alors nous voici le mardi 15 octobre dans la studio mobile. Et oui, parce que j'étais en mission commandée pour aller porter un petit objet important oublié à mon amoureux. Donc me voici en mode journée de congé, mais je suis partie un petit peu rapidement. Et en fait, c'est que hier soir, j'ai terminé une lecture, donc je voulais vous en parler et je viens d'en commencer une nouvelle. Alors, donc, j'ai terminé le fameux A Fatal End de Faith Martin, qui, c'est Dernière danse à Oxford, je crois, le premier, le titre en français, excusez-moi. Donc, je l'ai terminé hier, c'est le dernier de la série, de ce que je comprends. En même temps, il n'y a pas eu, toutes les books se sont bouclées, mais il n'y a pas nécessairement eu de porte fermée, donc à la limite, j'imagine qu'on pourrait peut-être avoir un ultime tome. Mais bon, je ne pourrais pas vous parler beaucoup du détail de l'intrigue parce que comme c'est le tome où toutes les books se bouclent, potentiellement, il y a énormément d'évolution des personnages principaux et ça pourrait vous divulgacher un peu certaines choses. Donc, j'ai retrouvé, comme je vous disais, toujours je sais pas, avec joie, mais aussi un petit peu un moment confortable, mais en même temps un peu tristounet, les personnages principaux, donc Trudy Loveday, le coroner Clement Schreider, sa famille rapprochée, les gens potentiellement qui entourent Trudy Loveday au travail, etc. Et ça m'a fait du bien, mais on sentait vraiment dès le départ que c'était un tome de clôture. Donc, il y a eu une intrigue, était quand même intéressante. En même temps, j'ai un peu plus vu venir qu'est-ce que c'était, mais comme je vous disais, cette série de Cozy Mystery-là, c'est quand même des choses souvent on peut quand même un peu prévoir. Souvent, on ne sait pas exactement. On se doute un peu, on a peut-être un petit top 2 ou top 3 des personnes qui peuvent potentiellement avoir fait le crime. Puis, souvent, ce qu'on ne sait pas, c'est exactement pourquoi ou tout à fait comment ça s'est passé. Puis, c'est jamais comme là, dans ce cas-ci, c'est bien parce que c'était comme un peu une résolution à 2 volets. Donc ça, c'est intéressant quand c'est pas toujours juste une personne. En fait, oui, mais bref, il y avait 2 volets de compréhension, disons, à ce qui s'est passé. Mais je l'ai plus lu pas par nostalgie, mais plus pour... C'était vraiment une conclusion, là. Fait que je l'ai pas tant lu pour l'intrigue. Fait que c'est fort agréable. Moi, j'ai quand même trouvé que cette série de Cozy Mystery-là était intéressante. Mais en fait, c'est pas vraiment des Cozy Mystery, là. C'est plus des romans anglais, là, puis en fait, c'est vrai, là, dans le fond, c'est pas... c'est moins Cozy Mystery que plus un roman anglais. Puis ce qui est intéressant, c'est quand même une bonne partie, importante qui est, comme je vous dis, qui est dédiée à la nature des 2 personnages principaux. Donc, le docteur Clement Schreider qui a à lutter contre la maladie de Parkinson dans un milieu où ça peut avoir un grand impact sur sa capacité à exercer son travail. Et il en est très conscient parce qu'il sait c'est quoi les impacts que ça peut avoir sur sa fiabilité, entre guillemets, dans le sens où la maladie de Parkinson a un impact aussi sur le cognitif éventuellement. Et concernant Trudy Loveday, c'est plus la place de la femme. Évidemment, là, on est rendu plus dans les années 60, début des années 60, parce que ça commence au cours des années 50, au milieu des années 50. Donc, on est encore on est à l'aube d'une révolution. En même temps, les femmes essaient de sortir des modes traditionnels, puis Trudy Loveday veut sortir des modes traditionnels, mais en même temps, elle a quand même quelque chose qui est un petit peu plus de son temps, dans le sens où pour elle, la famille, c'est super important. Bon, elle vient d'un milieu ouvrier, mais elle a quand même fait le choix d'une carrière qui était absolument pas typiquement féminine, donc elle décide de devenir agente de police, alors que il n'y avait pas beaucoup de femmes dans ce domaine-là, même dans les années 50 en Angleterre. Et c'est surtout justement cette dimension-là qu'on va voir, c'est sûr, son émancipation dans son rôle professionnel au fil des tomes, mais sans couper nécessairement de son humanité, puis du fait que c'est encore une très jeune fille, parce qu'elle a 21 ans, donc entre 19 et 21, on a encore plein d'espoir, plein de candeur par rapport à des sujets. Puis c'est pas un livre qui fait briser ces espoirs-là nécessairement. C'est plus une série qui va lui permettre, par le biais de son travail avec Clement Schreider, d'évoluer puis d'ajouter à son bagage d'expérience, mais sans nécessairement éteindre sa candeur, parce qu'on sent qu'il y a comme un souci de Clement Schreider de lui fournir des opportunités d'apprentissage, mais pas nécessairement de miner justement son moral puis de faire en sorte qu'elle soit éteinte trop tôt. Donc ça, je trouve ça super intéressant, mais il y a aussi quand même une bonne détermination de prendre sa place en tant que femme dans le milieu professionnel. Puis j'aime bien son approche, parce que c'est pas une approche qui casse tous les murs d'un coup, puis qui fait la rébellion, puis qui met le feu à l'institution, mais c'est une approche de je veux faire super bien mon travail, je prends toutes les opportunités qui se présentent à moi pour essayer d'apprendre le plus possible, puis s'il faut que
je donne l'impression que je rentre dans le moule, je vais le faire, mais mon objectif demeure pas moins de continuer puis d'avoir ma place comme ça devrait être. Donc, c'est toujours une autre approche, c'est moins revendicateur, une approche moins revendicatrice, mais non moins efficace puis non moins intéressante. Donc, c'est ce que j'ai à dire sur cette série-là. Je l'ai conclue. Je pensais avoir un dernier tome un petit peu plus enlevant, dans le sens où je l'ai adoré pareil, je les aime beaucoup, mais ça n'a peut-être pas été un coup de cœur parce que bon, c'est un dernier tome, mais des fois, les derniers tomes, il y a quand même beaucoup de révélations, comme j'imagine. En tout cas, j'ai beaucoup d'attentes pour le dernier tome de la série des Dale Detectives, donc des détectives du Yorkshire, à cet effet-là. Mais comme celui-là, c'est une série qui s'est faite en moins de tomes, là, les Loveday Rider, c'est sur 8 tomes, tandis que les Dale Detectives, on s'enligne plus, je pense, pour un 11 ou 10 ou 11 tomes, je me souviens plus trop. Bien évidemment, il y a un peu plus de temps pour la progression. Puis les Fate Martin sont très courts. C'est des romans très courts, tandis que les Julia Chapman, c'est quand même des pas pires. C'est souvent, je pense que c'est comme des 400 pages. Donc, on est vraiment dans du roman bien construit, bien dodu. Donc voilà, mais si jamais vous voulez essayer cette série-là, c'est sûr que c'est pas, comme je vous dis, ça a des apparences, sous des apparences très normées. Puis comme je vous dis, il y a quand même une formule dans la construction de l'enquête. On a toujours un peu le fameux topo où Trudy Loveday, on est comme jamais sûr qu'elle va être impliquée, mais finalement elle est impliquée quand même officieusement dans l'enquête. Puis le moment où Trudy Loveday apprend les informations sur l'enquête, mais c'est aussi le moment où le lecteur l'apprend. Puis donc, tu sais, vraiment une structure qui se répète dans ce sens-là. Mais les enquêtes sont toujours très différentes. En termes de type de crime, de milieu dans lequel ça évolue et tout. Donc, ça reste quand même super intéressant. Mais comme je dis, moi, ce qui m'a gros séduit, c'est vraiment les deux personnages. Sans doute pourquoi la série aussi de Steven Spotswood, les Pentecost et Parker, m'intéresse aussi parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, ça se passe, il me semble que c'est au début du 20e siècle, milieu du 20e siècle, aux États-Unis. Je pense que c'est à New York. Puis, en fait, c'est une agence de détective qui est uniquement féminine et dont la propriétaire et l'espèce de maestria également souffre de sclérose en plaques. Puis, il y a quand même une bonne partie aussi sur comment vivre avec son handicap et non pas nécessairement, ça ne veut pas dire faire comme si on n'avait pas de handicap, mais dans le fond, ne pas se laisser arrêter par son handicap, donc essayer de vivre avec et non pas de subir ça le moins possible, mais en même temps, ce que ça implique aussi comme soutien malgré tout autour. Donc voilà, juste pour vous dire que c'est vrai que je me rends compte que c'est sans doute ce genre de série-là qui va plus m'attirer. Les Dale Detectives, c'est différent. C'est un petit peu plus, disons, des rôles traditionnels, entre guillemets. Mais en même temps, chaque personnage est tellement bien construit, puis a tellement un bagage riche que c'est super intéressant. Donc, on n'est vraiment pas nécessairement dans les archétypes. Donc, j'arrête de vous parler de ce livre-là. Et là, je viens entamer finalement parce que, bon, je l'ai vu passer partout. Puis j'ai aussi, parce que comme je suis bibliothécaire, je m'occupe des collections, entre autres. J'ai vu passer aussi que cette série-là, dans sa version traduite en français, chez chez Verso, donc qui est un label des éditions Seuil. Donc, c'est la série des Dimity, donc de Nancy Atherton. C'était une série qui a été écrite, il me semble, dans les années 90, quelque chose comme ça. Il y a énormément de tomes. Je pense qu'on était à 17 tomes potentiellement aux États-Unis. Et là, finalement, les droits de traduction ont été achetés par le label Verso aux éditions Seuil. Et ils viennent de commencer à les traduire en français. Et en fait, les couvertures sont fabuleuses. Donc, je vais vous mettre les deux là, en comparaison, mais comme la version états-unienne et la version française de cette série-là. Il y a vraiment une différence incroyable. La version états-unienne est juste comme horrible. Mais en même temps, c'est très typique. Là. C'est volontairement, je pense que c'est comme ça, là, du faux vintage des années 30. Là. Mais j'aime beaucoup mieux la couverture de la version française, mais j'ai essayé de le lire en français, puis comme ça se passe quand même aux États-Unis, puis après ça en Angleterre, j'aimais un petit peu moins la formulation. Donc, la traduction est très bien faite, mais il y a quand même un tout petit peu trop pour moi de référents qui vont être un petit peu pas rapport par rapport au contexte réel de l'histoire. Donc, j'ai décidé de le prendre en anglais. Je l'écoute en livre audio pour le moment, donc c'est le premier tome de cette série-là qui s'appelle Aunt Dimity's Death, donc la mort de Tante Dimity. Et voyez-vous, le deuxième tome en français sort tout juste en Europe. Troisième tome prévu au début janvier en Europe. Donc, si ça va changer,
Donc, c'est sûr que comme c'est une série qui est déjà comme en cours ou complétée aux États-Unis, ben, c'est sûr qu'ils peuvent les sortir un peu plus rapidement parce qu'en fait, ce qu'ils ont à acheter, c'est les traductions, puis les droits de traduction, puis de publication. Mais je voulais juste vous dire que je comprendrais jamais pourquoi autant dans les livres couverture rigide dans le monde anglophone, il y a des excellentes choses qui se font parce qu'évidemment, ils ont les moyens, c'est des grosses éditions, il y a un lectorat qui est énorme. Autant dans les couvertures de tout ce qui est cozy mystery ou cozy novel ou romance en anglais, là, ça me parle zéro. C'est vraiment affreux. Genre, moi, ça me décourage. Juste de voir que c'est ça. Donc, des fois, j'ai comme le goût de l'acheter en français juste parce que la couverture est mieux. Mais bon, ça c'est vraiment superficiel. Alors voilà, si jamais vous voulez, cette série-là est commencée. Là, moi, dans le fond, je l'ai entamée. J'ai pas le résumé avec moi au complet, mais en gros, Tante Dimity, c'est quelqu'un qui a fait partie de la vie de Laurie pendant toute son enfance parce qu'en fait, quand elle allait se coucher avec sa mère, quand sa mère essayait de faire la routine de dodo, elle lui lisait des histoires existantes, mais des fois, quand ça allait pas nécessairement bien, elle sortait une histoire de Tante Dimity. C'était toujours des trucs un peu du quotidien, mais pour Tante Dimity, on dirait que tout ce qui était quotidien puis aléa de la vie quotidienne, ça pouvait devenir une aventure. Donc, c'est toujours un peu ça qui se passait avec les personnages centrales de Tante Dimity. On n'était pas nécessairement dans un mystère ou une enquête, mais c'était juste qu'il se passait toujours quelque chose dans des moments qui peuvent paraître un peu banales. Mais là, il y arrivait toujours une péripétie particulière, puis c'était comment elle allait s'en sortir. Donc, ça reste comme ça. Puis on va retrouver Laurie plus vieille qui peine parce qu'elle vient de se divorcer. Ça s'est pas super bien passé. Elle se ramasse sans le sou. Elle a perdu son emploi à travailler en bibliothèque dans une section de livres rares, mais elle n'avait pas nécessairement un diplôme encore de bibliothéconomie, donc elle n'avait pas nécessairement d'autres possibilités. Puis elle va se promener un peu de petit boulot en petit boulot, d'appartement miteux en appartement miteux, jusqu'à un jour où elle va apprendre que sa mère est décédée, sans crier gare, et elle va devoir un peu rassembler toutes les choses, donc elle va vivre cette émotion-là. Et coup sur coup, pas très longtemps après, elle va recevoir une lettre d'une firme d'avocats, potentiellement de notaire, c'est Willis & Willis, qui lui disent qu'ils ont le triste regret de lui annoncer la mort de Tante Dimity. Et il l'invite à passer à leur bureau parce qu'il y aurait potentiellement des sujets d'intérêt à discuter avec elle. Là, Laurie est comme, Tante Dimity, pour elle, ça l'a fait un peu paniquer parce que c'est un personnage des histoires de son enfance que sa mère lui racontait. Donc, elle est juste comme, c'est gentil de votre sollicitude, là, mais en même temps, c'est pas quelqu'un qui existe. Et je suis pas encore rendue là, mais j'imagine, comme il y a une longue série, je crois qu'on va apprendre que Tante Dimity a vraiment existé, qui potentiellement faisait vraiment partie de la famille de la maman de Laurie. Et de ce que je comprends, dans mon souvenir, là, ce qui va se passer, c'est que là, est rendu au bureau d'avocat, de notaire, qui a l'air assez singulier, un ancien manoir avec un le propriétaire qui ressemble à un majordome. On est un petit peu là-dedans. Mais de ce que je comprends, c'est qu'elle va se retrouver un peu mêlée à retrouver potentiellement, soit écrire les péripéties de Tante Dimity ou retrouver les manuscrits existants. Je ne sais pas, là, je vous en reparlerai après. Donc, elle va se retrouver mêlée à ça, Laurie, en regard du fait que Tante Dimity est décédée puis qu'elle a été nommée potentiellement comme, je ne sais pas trop, dans le testament de Tante Dimity et tout. Donc, on est là-dedans. C'est sûr que je crois que c'était vendu comme un cozy mystery, mais c'est plus, je crois que c'est plus un roman doudou. Oui, jusqu'à maintenant, je pense qu'on va avoir quand même une certaine mini-enquête, mais c'est plus une enquête au niveau de la famille, une enquête au niveau de cette fameuse tante-là, de qu'est-ce qui va se passer. Puis j'imagine que par le biais des recherches du personnage principal, Laurie, on va aussi découvrir les fameuses aventures et mésaventures de la tante Dimity. Donc, j'aime mieux le dire parce que je sais que la façon dont ça a été présenté, puis quand c'est paru, puis comment les gens l'ont passé, il y avait beaucoup d'attentes par rapport au fait que ce serait un cozy mystery, mais en tout cas, il paraît que c'est un cozy mystery, mais c'est vraiment pas un cozy crime. Il n'y a pas de meurtre là-dedans, il n'y a pas rien. C'est juste qu'il y a quand même certaines énigmes à résoudre. Mais c'est surtout un roman dans lequel on va se retrouver pour avoir un peu cette ambiance-là particulière. Retrouver cette femme-là qui va vivre potentiellement plein de choses par rapport à cette
cette quête-là qu'elle va mettre qu'elle va mettre en place, qu'elle va mettre en route, pardon, pour retrouver tout ce qui concerne Tante Dimitri. Donc, ça fait longtemps que c'est paru le tome 1. Ça fait longtemps que j'hésite parce qu'il y a eu des retours intéressants, enthousiastes, mais mitigés. Mais je pense que le mitigé, c'est parce que les gens s'attendaient à quelque chose, puis c'était clairement pas ça. Mais c'est pas parce que c'était pas bon, c'est juste que c'était pas ça. Puis, je dois avouer que la couverture affreuse des États-Unis, je me suis juste dit, c'est-tu comme mal écrit? Pour moi, là, quand c'est des couvertures comme ça, c'est vraiment ridicule, mais ça me donne l'impression, je suis comme, mais tu sais, si l'éditeur, il est rendu à faire des couvertures comme ça, c'est-tu parce que, genre, c'est des trucs en série que c'est pas bien écrit? Donc, j'hésitais un peu. Là, jusqu'à maintenant, j'aime bien le ton. C'est très pas de cassage de tête, avec un peu d'humour qui est bien mêlé là-dedans. Puis ça a l'air d'être très centré sur l'histoire de Laurie, puis l'histoire humaine, puis ses mésaventures en même temps. Il y a des petits moments comme là, quand elle est arrivée justement au bureau du notaire, elle était trempée parce qu'il y avait eu comme un gros blizzard, puis elle n'était pas super habillée de façon adéquate parce qu'avant, elle vivait en Californie, puis elle est rendue, je pense, à Boston ou à Chicago, je me souviens plus. Puis elle s'est fait prendre, puis elle arrive là-bas, puis elle se fait accueillir par quelqu'un qui dit « Ah mon Dieu, mais là vous êtes détrempés, je vais vous prêter des vêtements, venez aller vous chercher dans la... » Tu sais, elle est comme juste, je m'en vais voir à un bureau de notaire parce que j'ai reçu une lettre de ce notaire-là par rapport à la mort d'une tante qui est un personnage des histoires de quand j'étais jeune. Tu sais, fait que c'est vraiment cool parce qu'il y a quand même des éléments qui sortent un peu du commun dans ce qui semble être un contexte qui est plus banal en général, là, de vraiment la vie de tous les jours. Mais il y a des éléments qui semblent toujours liés à Tante Dimitri qui sont un petit peu hors du commun. Donc, j'ai bien hâte quand même de voir où ça s'en va. Puis ça me tentait de faire ça. C'est un petit peu doudou. Aujourd'hui, je suis encore en congé, comme je vous disais. C'est comme mon férié qui est un peu déplacé puisque j'ai toujours congé absolument le lundi. Puis là, comme le férié était lundi, ben, je suis reportée. Des détails dont j'avais pas nécessairement besoin. Puis aujourd'hui, je comptais faire du casse-tête. Comme vous avez vu, j'ai finalement entamé un casse-tête. Hier, j'en ai fait un peu. Je suis pas très patiente avec les casse-têtes, mais là, je me suis comme rendu compte que j'étais surtout pas patiente parce que j'ai pas vraiment d'espace pour le laisser attendre. Parce que j'ai un chat, on n'a pas tant d'espace à la maison. Puis dans le fond, je me suis rendu compte que c'est plus ça qui me stressait que le casse-tête en tant que tel. Donc aujourd'hui, mon objectif, c'est pas en avoir. Écouter Tante Dimitri en livre audio. En faisant du casse-tête. Puis je me suis commandé un petit truc. J'en avais déjà un tapis pour mettre le casse-tête, mais je trouve vraiment le tapis qu'on roule. J'aime pas vraiment ça. Donc je me suis commandé un petit truc pour le ranger. Puis je me suis dit, ben tant pis, il va traîner un peu parce que c'est ça que j'ai envie de faire en cette dernière journée de congé. Alors voilà, sur ces bonnes paroles, ben écoutez, je vais vous revenir quand je vais avoir avancé un petit peu plus dans Tante Dimitri. Mais je voulais au moins vous parler de la clôture de cette série de Loveday and Rider que j'ai bien aimé découvrir. Puis, ben c'est ça, là. J'ose plonger dans Tante Dimitri. Fait que essayez de garder en tête la couverture de la version française parce que sinon, vous allez avoir des préjugés par rapport au contenu. Moi, c'est ça que ça m'a donné comme effet. Fait qu'on va voir comment ça va. Puis, ben je vous reviens dès que je peux. Et bonjour, alors, en ce mercredi, maintenant fort ensoleillé d'automne, avec un petit gilet à capuchon parce que c'est un peu frisquet, je vous reprends dans ma pause midi parce que j'ai terminé finalement assez rapidement le fameux premier tome de la série Dimitri de Nancy Atherton, donc en anglais Aunt Dimitri's Death et en français La mort de Tante Dimitri chez Verso. Et ma foi, c'était fort agréable. Je pense que en raison, j'ai bien fait de prendre connaissance finalement des différents avis qui étaient disponibles un peu dans BookTube, sur BookTube et etc. Parce que mes attentes n'étaient pas très élevées et c'était correct. Dans le sens que c'est une agréable lecture. C'est bien c'est une lecture une série qui est faite pour être foisonnante, donc plusieurs tomes. À chaque tome, on va résoudre une forme d'enquête. Donc, si je vous dirais, après avoir lu le premier tome, en tout cas, peut-être qu'après ça change, mais dans le premier tome, on dit c'est
une série de romans d'enquête, cosy, fantastico-romantique. Donc, je dirais que c'est ça. Romantique, c'est plus en arrière-fond. C'est plus pour nous faire plaisir. Donc, peut-être que je pourrais dire un roman d'enquête feel good. Ouais, c'est ça. Un roman d'enquête feel good avec une petite touche de fantastique parce que, ben, Anne Dimity, on comprend rapidement que si elle est morte, elle n'est pas tout à fait inactive. On va dire ça comme ça. Et on est complètement complètement pas dans la même dimension du tout qu'à l'ombre de Winnicott. Donc oui, il y a des phénomènes surnaturels, mais on n'est pas dans l'épouvante ou la montée de tension. On est plutôt dans le surnaturel bienveillant, disons. Mais malgré tout, avec une histoire, un passé, on comprend un peu qu'est-ce qui a mené à tout ça. Donc, comme je vous ai dit, c'est un tome introductif. On va rencontrer, on va en apprendre plus sur la fameuse Laurie qui a perdu sa maman, qui va devoir partir en mission pour justement parce qu'elle était couchée sur le testament de Tante Dimity. Et va s'en va en mission dans la maison que Tante Dimity, le cottage que Tante Dimity avait gardé pour elle-même, mais finalement, dans le fond, on va accueillir Laurie pour qu'elle puisse prendre connaissance de documents qui vont expliquer un peu plus ça a été quoi l'histoire entre la mère de Laurie et Tante Dimity. Parce qu'on dit Tante Dimity, mais visiblement, il n'y a pas de lien filial là-dedans. Donc, Laurie va partir comme ça. Elle va partir dans le cadre justement de ce testament-là, donc avec des arrangements et du soutien de la part de la firme Willis et Willis qui est engagée par la fameuse Tante Dimity pour qu'elle mène à bien sa mission. Et c'est pas sans rappeler un peu le principe là, de quand dans Agatha Christie, Miss Marple part en mission pour, je me souviens plus c'est qui, mais c'est Raphaël, moi je me souviens plus. Un grand financier qui l'a couché sur son testament en disant je veux absolument que tu découvres la vérité sur telle affaire, puis il va avoir potentiellement de l'argent à la clé, mais que dans le fond, elle fait plus pour parce qu'elle aime bien cet homme-là, puis qu'elle veut l'aider malgré tout, même si la mort est arrivée dans son parcours. Donc, c'est un peu le même principe, le même genre de formule pour ce roman-là. Et Laurie va partir, mais bien entendu qu'elle n'a pas le même contexte. Laurie a un contexte de schnout en ce moment, est un peu comme je vous disais, elle a glissé un peu dans la dépression là, depuis qu'elle a perdu sa mère, depuis qu'elle a perdu son conjoint. Elle a l'impression qu'elle n'arrive pas vraiment à surnager, elle n'arrive pas à donner du sens à sa vie et tout ça. Puis, ben, dans le fond, ça va être comme une espèce de mission un peu qu'elle va prendre au début à la légère, mais qui, évidemment, plus ça va aller, plus ça va permettre à Laurie et au lecteur par extension d'en apprendre plus sur elle-même, sur la mère de Laurie, sur, comme je vous disais, le lien qui a uni Tante Dimity. Et là, il va y avoir plein de choses qu'on ne sait pas, plein d'informations du passé qui vont surgir, qui vont nous faire prendre conscience de qu'est-ce qui s'est passé avec Tante Dimity, comment ça se fait qu'on dirait qu'elle est morte, mais peut-être pas totalement inactive, qu'on peut dire. Donc, ils vont partir là-dedans et il va partir avec, comme je vous disais, le soutien de la firme Willis et Willis sous la forme de le fils Willis, donc l'autre associé, Bill Willis, qui, par hasard, a pas mal le même âge que Laurie et quelqu'un qui est un peu pompeux, qui l'énerve depuis le début, mais qui, bien rapidement, va devenir, évidemment, un allié assez essentiel. Donc, quand je vous en parle comme ça a l'air un petit peu, peut-être, entendu, cliché, superficiel. Là, je vais vous dire que cette série-là aussi a été écrite dans les années 90. Donc, en plus, c'est une série dans laquelle il n'y a pas de téléphone cellulaire. C'est très drôle. Et je pense que ça n'a pas si mal vieilli. Il y a quelques allusions au fait que, dans le fond, les gens se contactent juste par téléphone, fait que c'est juste drôle. Mais je trouve pas que ça a si mal vieilli. Puis jusqu'à maintenant, en tout cas, les idées qui sont véhiculées à l'intérieur, ça n'a pas non plus si mal vieilli que ça. Donc, on n'est pas dans des espèces de prises de position qui, à l'époque, auraient pu passer, puis maintenant, non. Donc, jusqu'à maintenant, ça a bien vieilli. Cela dit, je sais même pas où je m'en allais avec ça. Je disais que ça avait l'air d'être un peu cliché, tout ça. Donc, c'est plutôt un roman qu'on sent qui est à formule, mais c'est pas désagréable. Donc, c'est comme si, dès le départ, on dit au lecteur, ça va être un roman à formule. Donc, voici les bases. Si ça te plaît, continue. Puis, il va y avoir une longue série de ça. Donc, ça, à la limite,
j'ai pas de problème avec ça. Donc, le contrat est clair avec le lecteur. Et oui, au départ, on va sembler brosser assez rapidement les traits des personnages qui vont évoluer autour de Laurie. Mais on n'est pas non plus dans le top cliché. Dans le sens que c'est plus les situations, la trame, disons, de l'intrigue qui est un petit peu prévisible. Mais les personnages en tant que tels sont pas si clichés que ça, sont même fort intéressants. Sont développés, je dirais, de façon moyenne. Donc, pas trop en surface, pas tellement en surface que finalement sont complètement oubliables, puis on n'en a pas en mémoire, mais pas non plus en giga profondeur. On donne l'impression qu'ils ont vraiment une profondeur parce qu'on a des secrets, mais bon, dans l'absolu, on va pas si loin que ça, mais suffisamment, comme je dis, pour qu'on s'y attache. La chose que j'ai considérée comme fort agréable, mais peut-être dont je me souviendrai pas nécessairement, c'est que la trame et l'intrigue ne réinventent pas la roue, mais c'est bien fait. Donc, les bons mécanismes de narratifs sont en place pour maintenir notre attention. Le rythme est très rapide. Donc, évidemment, parce que c'est une enquête qui se tient dans un tome qui n'a pas beaucoup, je pense que c'est 250 pages au départ, en tout cas en anglais. Donc, ça va très vite. Donc, si vous attendez à quelque chose qui prend son temps, c'est pas du tout ça. On est vraiment dans un roman où l'accent est vraiment mis sur l'action, donc les péripéties en tant que telles. Ça va rapidement et ça nous mène rapidement aussi à une conclusion relativement feel good, mais quand même avec quelques points qui ne sont pas totalement éclaircis. Donc, c'est comme satisfaisant comme lecture. Et je suis d'accord avec le fait que c'est un moment cosy. Donc, c'était pas un cozy mystery. Mais en même temps, oui, parce que si c'est un roman d'enquête, là, mais en tout cas, c'est pas un cozy mystery comme on pourrait l'entendre selon la catégorie des cozy mystery. Donc, pour moi, c'est vraiment plus un roman d'enquête, comme je dis, feel good, avec une petite touche de surnaturel. Et j'ai, ma foi, bien envie de poursuivre, sans peut-être, là, je pensais les lire dans l'ordre avec mon petit toc psychorigide. Mais là, j'ai remarqué que dans le tome 2, on va pas suivre Laurie. En même temps, il y a beaucoup de choses qui se sont conclues dans ce tome-là, donc je peux comprendre pourquoi. C'est comme si le fil rouge va être Tandimiti. Donc, j'imagine qu'on va peut-être la voir à travers les différentes histoires qui ont été racontées à Laurie quand elle était jeune, qui mettaient en scène Tandimiti, et qu'on se rend compte finalement qu'ils sont potentiellement des histoires qui sont inspirées de la vie réelle de cette femme-là, de Tandimiti. J'imagine qu'on va passer les différentes histoires qui ont été racontées à Laurie, qui vont éventuellement, qui sont justement l'objet de potentiellement une publication dans le premier tome, qu'on va voir ça implique qui. Parce que dans le deuxième tome, on n'a pas le mention du nom de Laurie, mais on a quand même la mention d'une femme dont la vie va pas très bien et qui, par hasard, va se ramasser dans potentiellement l'environnement de Tandimiti et qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur elle. Donc, on dirait que je le sens comme ça un peu. Puis là, ben, je suis d'accord avec la formule, mais en même temps, j'aime pas mal plus ces personnages de Laurie puis tout ça. Que je sais pas si je vais poursuivre, mais j'ai vu que le tome 3, c'est le retour de Laurie avec d'autres missions. Puis en plus, le patriarche là, qui s'occupe de la firme d'avocat Willis, donc c'est ça, je dirais pas autre chose, j'ai failli vous divulgacher. Donc, qui va être là, puis qu'on aime bien, c'est une espèce de vieil avocat à l'ancienne, mais bien sympathique. Un peu plus gentilhomme et tout. Mais à qui on n'en passe pas une petite vite, là, c'est sûr, et encore le regard affûté. Donc, c'est ça. Je pense que c'est une série que j'ai envie de poursuivre sans grosse attente. J'ai pas eu le même feeling que j'ai eu quand j'avais commencé la série de Cozy Mystery de... J'ai oublié déjà son nom. Julia Fluke. Le meurtre et biscuit au chocolat, là, tout ça, que je vous avais déjà... dont je vous avais déjà parlé. Parce que je pense que ça donne pas... Comme je dis, le contrat est assez clair. Moi, dans celui-là, je m'attendais à quelque chose pour celui de Julia Fluke. Finalement, c'est comme un cozy mystery hyper cliché, agréable, mais hyper cliché. Là, dans Nancy Atherton, on est... Le cliché, comme je vous dis, c'est plus dans disons, l'intrigue en tant que telle, mais les personnages sont fort agréables à côtoyer. Puis on a envie de les suivre. Donc, pour moi, c'est pas dérangeant. Est-ce que je considère que l'écriture est plus intéressante, même en fait plus intéressante l'écriture de Nancy Atherton que potentiellement celle de Julia Fluke. Puis je dis sans doute n'importe quoi, peut-être que c'est Julie Fluke. Je me souviens plus. Et c'est ça. Donc, lecture agréable, fort bien pour une fin de mes petites vacances en tant que telles. Et puis ben là, pour la suite, je sais pas trop ce que je vais lire. On est mercredi. Je vais essayer de voir si je peux
de me trouver une autre lecture. J'en ai plein, hein, comme vous pouvez voir, ça foisonne, mais c'est pas que je manque de possibilités. C'est juste que je sais pas vers quoi je vais me tourner. J'aurais peut-être aimé ça, finalement, enfin lire le fameux Prospérer une virgule point de chez Rifika, qui est une espèce d'enquête un peu, justement, particulière, qui est au pays des mots. Mais je l'avais commencé, puis j'avais pas aimé le ton de la narration, le ton, le style littéraire, puis ça m'avait un peu arrêté. Mais, je sais pas, Rêve la vie en lecteur, qui est une booktubbeuse que je suis, on avait tellement bien parlé, puis que je me suis dit, bah, peut-être que je pourrais essayer quand même de nouveau, parce que les publications, les éditions Rifika, si vous ne connaissez pas, je les trouve quand même intéressantes. Ça, je pense que c'était pas de la traduction, c'était vraiment une autrice qui était française, mais je sais qu'ils font aussi de la traduction. Leur dernière série, qui est de Jeff Wheeler, c'est les droits de traduction qu'ils ont achetés, puis ça a l'air vraiment intéressant. Donc, on dirait que j'aurais comme peut-être le goût d'essayer ça, mais il n'existe pas en livre audio, donc il faudrait que je vois si je peux le trouver peut-être en livre numérique pour au moins, quand je fais mes trajets, avoir les bouts en voie de synthèse, même si c'est pas mon truc préféré, mais bon, c'est juste pour continuer à avancer. Puis sinon, ben, ça sera peut-être pas ça, peut-être que ça va être autre chose. Donc, ben voilà. Je voulais juste te dire un petit coucou en passant, parler de tout ça, puis ben, vous tenir au courant de comment ma semaine va. Comme vous pouvez voir, c'est une semaine casse-tête. Là, je me suis lancée un peu. Je ne sais pas si je vais terminer le casse-tête avant la fin de ce vlog-ci. Je ne me mettrai pas de pression, mais si oui, ben, je vous le montrerai. Mais voilà, c'est un petit à côté. Là. Je me suis dit que j'allais me réessayer à travailler ma patience avec les casse-têtes. Allez, à tout bientôt! Un truc de Noël, voilà. 300 et quelques pages. Donc ça peut franchement être lu très vite. Oh, trop génial. Bon, je poursuis. Et bonjour. Alors, me voici en direct de la studio mobile. Nous sommes le samedi 19 octobre de mémoire. Et ben voilà, j'ai fini le boulot en avant-midi, puis j'ai décidé d'aller à la bibliothèque chercher une réservation, qui est en fait le tome 2 de La forêt magique d'Ishigahara. Je vous en ai parlé il y a 1 ou 2 vlogs. Donc, ben ça, je vais vous en reparler si je le lis, là, mais pour le moment, c'était une réservation que j'avais. Puis, j'ai décidé de passer le restant de ce temps-là à aller à la bibliothèque et faire un petit tour en bouquinerie, kind of, une espèce de... le Emmaüs de France, mais disons, au Québec, c'est le village des valeurs, dans la section des livres, puis faire un tour en librairie, à la librairie moderne. Et croyez-le ou non, je n'ai rien trouvé, mais j'ai aussi rien pris. J'ai eu souvent des livres dans les mains, surtout à la librairie moderne. En bouquinerie, ça a été un échec. Là, c'était pas une bonne récolte. C'est l'Halloween qui s'en vient bientôt, puis je pense qu'il y a juste beaucoup de circulation. Donc, dans le village des valeurs, donc la plupart des livres doivent être... Les bons livres sont déjà sortis. En librairie, ben, il y a beaucoup de sorties, mais je cherchais surtout des poches. J'ai hésité à me prendre officiellement les Pierre Giorgio Polixi, même celui que j'avais lu, L'illusion du mal. Mais c'est qu'en fait, je sais pas, ensuite, la troisième enquête de Eva et... je me souviens jamais... Mara, je me souviens plus c'est quoi son prénom dans son famille. Bref, ce duo-là qu'on avait retrouvé dans L'île des âmes et l'illusion du mal. Je ne sais pas s'il se retrouve dans la 7e lune ou dans le champ des innocents. Alors, ceux qui ont lu Pierre Giorgio Polixi, pouvez-vous m'aider? J'ai regardé sur Internet. Je vois que dans le champ des innocents, qui chronologiquement est celui qui suit les 2 premiers, on semble retrouver un des personnages du 2e tome, donc l'inspecteur Struga. Mais je ne sais pas si on retrouve les 2 filles des 2 premiers tomes. Donc, est-ce que c'est un tome 3 ou c'est juste comme un genre de hors-série? Dans la 7e lune, qui est le plus récent, qui est sorti seulement en grand format, donc j'ai pas les moyens de m'acheter ça en grand format, mais je vais attendre qu'il sorte en poche chez Totem, chez Galmeister. Celui-là, je sais que celui-là, on retrouve le duo du début de la série des Polixi. Mais là, on dirait que je me dis juste comme est-ce que je lis Le Chant des Innocents ou... Donc, manifestez-vous si jamais vous avez lu Polixi ou si vous trouvez une source qui peut m'aider. J'ai regardé, je sais pas. J'ai retrouvé plein d'informations, mais on dirait que j'ai pas de certitude. Puis, ben voilà. Mais donc, j'ai résisté quand même à m'acheter L'illusion du mal en neuf. Je vais essayer de voir si je peux le trouver en usagé. Puisque je l'avais lu, si vous vous souvenez bien. Je l'ai lu en anglais, mais je l'ai vraiment gardé. Puis, je l'ai en anglais parce que j'avais accès à la version audio en anglais, mais c'était pas un parti pris quelconque. Mais j'aimerais ça les avoir quand même chez Totem. C'est des belles petites éditions. Donc, j'ai eu ça dans les mains longtemps. Je les ai pas pris.
J'ai failli prendre un livre de Camille de Peretti, parce que j'avais beaucoup aimé L'inconnu du portrait, mais là, il y a beaucoup d'autres titres qu'il y avait. Il y en avait un qui était en poche qui avait l'air intéressant, mais j'étais comme pas trop sûre. Avez-vous lu d'autres Camille de Peretti? Si oui, est-ce que vous en avez à me suggérer? Parce que vraiment, je serais intéressée peut-être à continuer à découvrir sa plume, mais je n'étais pas trop certaine. Puis après ça, j'ai tombé sur plein d'éditions, un peu collector, des classiques aux éditions Point. Là, j'avais acheté Pierre Loti, son roman que j'avais acheté dans cette collection-là, qui est comme super belle. Il y a un petit peu plus grand format, bleu marin, avec une couverture texturée, puis c'est des textes classiques de... Si j'ai bien compris, d'après ce que j'ai vu, que ce qu'il y avait en collection en librairie, c'est des classiques d'amours impossibles ou d'amour interdit. Donc, j'ai vu qu'il y avait un Georges Sand, Elle et moi, je pense. Puis, il y avait les liaisons interdites de Duclos. Mais là, je filais moins pour ceux-là. Mais en tout cas, ça m'a donné une petite idée peut-être pour essayer de m'en trouver quelques-uns qui pourraient me plaire. Bref, voyez-vous, j'ai beaucoup moissonné, comme on dit. Mais j'ai rien pris. C'est bon, c'est correct, c'est parfait. En fait, je vais peut-être dans les plans d'aller peut-être au salon du livre de l'Estrie demain. Mais si j'ai la détermination pour me rendre jusque-là, quand on sait qu'habituellement, un salon du livre le dimanche, c'est pas... habituellement, tout est en train de se refermer. Et vous connaissez un peu mon opinion, mais peut-être pas pour ceux qui sont nouveaux avec moi. Sur les salons du livre, habituellement, je préfère passer par les librairies, les libraires directement pour que tout le monde dans la chaîne du livre ait sa partie, en fait, de revenus. Donc, à la fois l'auteur, l'éditeur, le distributeur, le cas échéant, puis la librairie. Donc, c'est pour ça qu'habituellement, je vais plus en librairie. Mais je sais pas trop. Je sais pas ce que je vais faire. Donc, tout ce blablatage pour vous dire que, en plus, ce que j'essayais de faire, c'est que j'ai commencé finalement une nouvelle lecture, puis je vous en ai juste pas reparlé. Je me disais, après mes 2 romans de cozy, soit cozy mystery, mais je me disais que c'était plus comme un roman anglais, un petit peu feel good, entre guillemets, les Loveday and Ryder, quoique. Donc, cozy mystery, kind of, parce que c'est des gens qui sont un petit peu non officiels. Après ça, l'enquête cozy un peu de Andy Mitty de Nancy Atherton, qui avait plus ou moins rapport avec le cozy mystery, mais qui était quand même une lecture cozy. Là, je me suis dit, je vais faire un vlog cozy. Puis là, j'avais rien qui me venait en tête. Puis là, tout ce que j'avais envie de lire, c'est quelque chose dans lequel j'aime bien me réfugier. Donc, je me disais, c'est cozy quand même si c'est absolument pas une ambiance qui est relaxante. Mais c'était la fameuse série des Patrick Ostrom puis Erika Fogg de Camilla Lackberg. Donc, on est loin du cozy mystery, là. Mais pour moi, c'était comme quelque chose dans lequel j'aime bien me retrouver. Puis là, en fouillant, je me suis rendu compte que j'ai lu il n'y a pas longtemps, si vous m'avez suivi, L'enfant allemand. Et j'ai réalisé que j'avais lu le tome 5 de la série. J'ai passé du tome 3 au tome 5. Puis j'ai sauté par-dessus le 4. Puis ça m'énerve un peu parce que j'étais assez psychologique là-dessus. Parce que dans cette série-là, il y a vraiment beaucoup d'évolution pour les personnages. Et je trouvais aussi au début du tome 5 qu'on avait terminé le tome 3 sur une révélation dont je ne peux pas vous parler qui était majeure. Puis on n'en parlait pas du tout dans le tome 5. Puis j'étais comme, ah bon? Puis on voyait même le personnage qui était concerné par cette révélation-là, un peu comme poursuivre son cours sans autre forme d'impact par rapport à ce qui s'est passé. Donc j'étais comme, OK, bon, d'accord. Puis c'est resté comme ça. Mais en fait, il manquait le tome 4. Puis je sais qu'est-ce qui s'est passé. Le tome 4, c'est l'oiseau de mauvais augure en français. Mais en anglais, c'est The Gallows Bird. Et récemment, il s'est mis à être édité sous le titre The Stranger. Puis je pense que c'est pour ça que ça m'a mélangé, parce que comme j'écoutais les Camilla Lackberg en livre audio en anglais, parce que je trouvais que la traduction du suédois vers l'anglais était mieux, je crois que comme ils ont maintenant changé le tome du 4, ça a fait en sorte que je n'avais pas la référence comme quoi c'était vraiment le 4 dans la série. Donc, vous voulez vraiment tout savoir ça en 7 minutes que je vous parle de mes élucubrations livresques. Tout ça pour dire que je me suis lancée finalement à rebours, donc dans le tome 4 de la série des Camilla Lackberg. Et je suis en train de terminer ça finalement, donc Oiseau de mauvais augure. Je l'écoute en anglais. C'est super bien fait. Là. Je ne sais pas si vous comprenez l'anglais. La version, moi ce que j'écoute, c'est la version audio de Gallows Bird. Donc je ne sais pas si on va être une nouvelle version pour The Stranger, qui est le même texte, mais juste pas le même titre. C'est excellent.
Je ne vais pas vous donner beaucoup de détails parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont vous divulgacher en tant que tel, parce que les personnages principaux, donc Patrick Edstrom et Erika Falk, il se passe beaucoup de choses dans leur vie respective qui évoluent d'un tome à l'autre, puis ben, je ne peux pas trop vous en dire. Mais évidemment, encore une fois, ça va être Patrick Edstrom qui, pour rappel, est un policier, dans le fond, lui habite à Fialbaka, mais est un policier dans un poste de police pas très loin. Et il va être appelé pour mener l'enquête concernant une mort suspecte, une femme qui a été retrouvée dans un accident de la route, donc morte, au volant de sa voiture, puis qu'on ne sait pas trop pourquoi elle est décédée. Et en même temps, arrive dans l'endroit, en fait, où il y a le poste de police, un tournage d'une espèce de série de télé-réalité, style un 5 semaines, puis ils se promènent de ville en ville, puis là, c'est comme ce village-là qui a eu qui a réussi à accueillir ça. Puis là, eux, ils arrivent, puis c'est comme des stars de télé-réalité qui sont là, qui ont comme l'air d'avoir des bagages un peu différents, puis qui cherchent pas mal tout dans la vie, puis bien, en fait, ça va pas super bien se passer, parce qu'il va commencer à avoir des gens qui meurent. Donc, pas juste dans... bref, dans le contexte général. Donc, bien entendu, comme on est habitué avec Camille Lagbert, il va y avoir un petit peu des petits bouts d'enquête en parallèle. Il y a également une nouvelle recrue qui arrive au poste de police où Patrick Edstrom est. Et on a toujours en parallèle aussi, comme c'est souvent le cas dans les polars scandinaves, une partie de dialogue intérieur de quelqu'un qu'on lit, qui est en italique. Là, moi, je l'écoute, puis j'essaie de déduire quand c'est cette partie-là, parce que dans le livre, c'est plus facile. Et qu'on se doute être le dialogue intérieur de la personne qui est responsable d'un ou des crimes qui sont mentionnés dans le livre. Mais c'est ça. Donc là, il me reste, je pense, 1h30 d'écoute. C'est sûr que je vais le terminer ce soir parce qu'on est samedi. Je suis censée vous envoyer le vlog. Vous offrir le vlog demain. Comme d'habitude, c'est possible que je le termine finalement juste demain matin, le vlog, puis que je le montre rapidement. Je vais essayer de vous le mettre pareil pour dimanche midi. Mais voilà. Donc, je suis bien prise dans ce tome 4-là. Puis, ben, j'aime quand même ça, savoir finalement qu'est-ce qui s'est passé entre le 3 et le 5. Ça permet de boucler une coupe de boucles. Donc, cette série-là, pour vrai, là, je sais qu'il y a des gens qui sont à l'aise de lire les livres dans le désordre, mais celle-là, il y a vraiment trop d'évolution entre les personnages principaux pour qu'on les lise dans le désordre. Attention, par contre, pour ce tome-là, tome 4, je vous avais dit, hein, cette série-là a été écrite il y a un bon moment, puis j'ai trouvé quand même que l'approche de sujets délicats n'a pas bien vieilli. Donc, dans celui-là, on retrouve encore une fois une relation au corps, donc schéma corporel différent, peut-être pas grossophobie, mais un peu culture de la minceur, autant pour femmes que hommes, quand même pas mal développé, comme si c'était quelque chose qui était comme un genre de souci que la société nous faisait avoir. Puis c'est vrai qu'il y a, mettons, 20 ans à peu près, c'était pas mal ça qui se passait. Puis maintenant, c'est comme ça, mais on est passé un petit peu dans une autre nuance. Puis l'approche est un petit peu frontale, disons, là-dedans. Ça m'a toujours un peu dérangé dès le premier tome, mais c'est pas tous les tomes qui en font mention. Dans celui-là, il y a un événement qui se passe pour un des personnages principaux qui fait en sorte que c'est plus présent. Fait que j'aime mieux vous le dire. Il y a également des traumavertissements pour certains personnages, des personnages secondaires, mais il y a entre autres scarification, donc des problèmes de santé mentale. Et le dialogue intérieur qu'on lit semble pointer vers une situation abusive qui implique des enfants. Donc, j'aime mieux vous le dire. J'en parlerai plus après, mais j'aime mieux vous dire, c'est sûr que ça va aborder ça. La seule chose, par contre, qui est vraiment développée, donc on a vraiment des descriptions un petit peu plus poussées, c'est vraiment la partie de scarification. Mais pour le restant, là, comme je vous dis, l'approche maladroite, voire inappropriée en 2024 de la relation au corps pour les schémas corporels différents ou la grossophobie et tout ça, c'est pas tant... C'est là, mais c'est pas trop... On va pas trop loin non plus dans la dérive. Puis, ce qui est une situation qui semble être en lien avec un abus particulier ou qu'il y a à l'enfance, à date, c'est juste évoqué. Fait que juste pour vous donner un petit peu une idée, moi, j'aimerais ça des fois savoir à peu près à quel point, jusqu'où ça va pour voir si je suis capable de lire ça. Donc, si vous avez des sensibilités par rapport à ces sujets-là, bien, au moins, vous êtes un petit peu avertis. Alors, sur ces bonnes paroles, et 12 minutes plus tard, je vais aller finir mon livre audio, puis ben, je vais vous revenir quand ça va être terminé pour qu'on puisse clore le vlog. Allez, à tout bientôt! Hey, coucou! Alors, je vous reprends rapidement ce soir avec cette savoureuse luminosité que je vais essayer d'arranger un peu, mais je suis désolée. Donc, je viens tout juste de terminer
le fameux tome 4 de la série de Patrick Edstrom et Erika Falk de Camilla Lackberg, donc L'oiseau de mauvais augure, ou en anglais Gallows Bird ou The Stranger, n'est-ce pas? Et c'était fort remuant. Dans le fond, je vous en avais parlé un petit peu, puis je vous dirais que j'ai eu un feeling pour le numéro 4 qui ressemblait un peu au tome 2, tome 1 et 2, c'est-à-dire que à partir du tome 3, puis pour le tome 5, j'étais vraiment enlevée à la fois par l'enquête et par l'évolution des personnages. Dans celui-là, c'est pas que c'était pas une enquête enlevante, là, c'était remuant. Mais j'ai plus vu venir les choses, c'est-à-dire que il y a quand même beaucoup de pistes qui sont mises à travers la trame. Puis on sent quand même que les choses vont arriver comme sont relativement évoquées clairement. Donc c'est correct, sauf que comme c'est ça, quand même une série qui mise pas mal sur l'intrigue et tout ça, moi ça m'a comme pas tant surpris cette fin-là, ce qui fait que ça m'a un tout petit peu laissé sur ma faim. Mais par contre, je suis vraiment contente de enfin pouvoir faire le pont entre le tome 3 et le tome 5 que j'avais fait. Il me manquait vraiment un gros bout, puis c'est un bout intéressant. Ça explique pourquoi on est rendu au tome 5 là. Il y a vraiment des changements majeurs qui se passent à la partir de la moitié du tome 3 puis jusqu'au tome 5 dans les personnages, dans la vie des personnages principaux. Donc, je vous suggère particulièrement de lire cela dans l'ordre. Donc, c'était agréable pour moi de retrouver les personnages, de me retrouver dans avec cette bande-là. C'est bien entendu pas aussi doux et réconfortant que mes autres potentiellement lectures de la semaine, parce que bon, on est quand même dans du polar nordique, c'est rarement doux et réconfortant. Mais le côté humain, encore une fois, des personnages, on y croit bien. Ça m'a bien plu. Comme je vous dis, c'est quand même fait partie quand même de ceux que je considère que l'approche de certains sujets n'a pas super bien vieilli. C'est pas mon préféré, mais je vais quand même poursuivre, c'est sûr et certain, parce que le tome 5 m'avait vraiment comme mis un petit peu sur le bout des orteils en attente de la suite. Et je vous le suggère quand même, c'est une série qui n'est pas parfaite, c'est une série qui date, dans le sens qu'on sent qu'elle date, mais comme je vous dis, les personnages principaux sont super intéressants à suivre. C'est un duo un peu improbable. Puis les intrigues sont quand même super bien tricotées. C'est pas qu'elle était mal tricotée, elle était très bien tricotée, mais il y a peut-être eu un petit peu trop d'indices, un petit peu trop peut-être évidents. Mais en même temps, c'était pas désagréable de savoir un peu à quoi s'attendre, potentiellement. Il y a quand même des détails, il y avait quand même des bouts que j'ai pas pu combler à l'avance. Mais j'ai quand même su assez tôt dans le livre qu'est-ce qui allait se passer. Donc ça, habituellement, moi, c'est sûr que c'est quelque chose qui fait que habituellement je décroche, mais là, j'ai pas décroché parce que justement, il y avait les personnages. Donc, vous avez bien compris que c'est une série qu'il faut lire pour les personnages, mais aussi pour s'initier au polar nordique. C'est vraiment grâce à la bibliothèque de Lohi que j'avais découvert cette... découverte, non. Camilla Lackberg, je la vois passer depuis super longtemps. Je la conseille quand j'étais libraire, je la conseillais, même si je ne l'avais pas encore lu, parce que j'avais un petit peu compris qu'est-ce qu'elle proposait je sais pas, comme trame de polar nordique. Mais c'est quand même relativement soft pour des polars nordiques. Donc, si jamais vous voulez commencer, ça peut être une bonne façon. Cela dit, comme je vous dis, c'est peut-être pas la meilleure pour le faire si vous êtes quelqu'un qui est sensible à l'approche de sujets délicats, version 2024. Parce que, comme je vous dis, il y a quand même des parties qui sont un petit peu maladroites. Mais vraiment, j'ai le goût de savoir qu'est-ce qui va se passer, bien entendu. Et puis, elle a aussi fait des cycles qui sont un petit peu hors série, je pense, de 2 ou 3 tomes, il me semble, dans les plus récents, Camille à la bière, si jamais vous voulez tenter le coup. Alors, sur ces bonnes paroles, comme je suis un peu fatiguée, vous pouvez le voir, je vais clore le vlog ici. J'espère que ça vous a plu cette semaine-ci, dans mes lectures cousy ou presque cousy. Puis c'est ça, comme je dis, je vous ai interpellé plusieurs fois, là, mais comme je n'arrive pas pour mettre des commentaires aussi mettre des commentaires sous la vidéo, là, il y en a une d'entre vous qui est super là à toutes les fois, puis j'apprécie beaucoup, beaucoup. J'aime vraiment beaucoup lire ses réactions, ses propositions et tout. Donc, je vous invite à rejoindre la bande des commentateurs et commentatrices de la vidéo, parce que là, j'ai vraiment besoin de vous. Là, c'est par rapport à Pierre-Georges Polixi et tout ça, comme je vous disais, et à Camille Desperetti. Donc, je vous invite cordialement dans les commentaires à me partager tout ça. Puis, nous, de toute façon, d'ici à ce qu'on revoit, j'imagine que vous allez avoir des toutes nouvelles lectures qui vont croiser votre chemin. En tout cas, je vous en souhaite. Puis nous, on se dit à la prochaine!